Ben, écoutez, je suis Maître Hamza, je suis avocat. Je suis là pour, dans le cadre donc, de cette situation que connaît notre pays, avec des intellectuels africains, avec M. Alain Toussaint. Nous sommes là pour alerter l'opinion qui se dit internationale, l'opinion française en particulier, qui est mal informée, qui n'est pas du tout informée, restituer la vérité des faits, restituer la réalité de la situation en Côte d'Ivoire et puis demander à ce que les uns et les autres apprécient les menaces de guerre qui planent sur notre pays, les menaces d'extermination qui planent sur notre pays, tout simplement parce qu'on dit on ne reconnaît pas la légalité constitutionnelle dans votre pays, la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, c'est un département et il faut absolument agir comme on veut. Alors je crois que cette situation est déplorable et puis elle est insoutenable. Et nous sommes là pour évidemment la dénoncer. Alors, d'après vous, quelles sont les perspectives de sortie de crise? Ben, écoutez, comme je dis, nous ne sommes pas des politiciens pour dire ce que chaque politicien en son fort intérieur voudrait. Mais il y a une chose qui est importante, le président Gbagbo l'a dit, ça fait 8 ans qu'il cohabite avec des gens et il n'a plus l'intention de cohabiter. Donc c'est exclu certainement la question du partage du pouvoir. Mais en même temps, moi je dis, il faut d'abord recréer ce climat serein. Il faut ramener les choses en leur état apaisé. La politique de la main tendue alors. Oui, c'est ce que fait le président Gbagbo. Il tend la main à des Ivoiriens. Et il voudrait que ces Ivoiriens comprennent qu'après tout, si ce pays brûle, il est brûlé pour tout le monde. Donc il faut que chacun de nous accepte, en tout cas, de dialoguer pour que nous puissions éviter, en fait, ce qui peut être considéré aujourd'hui comme une guerre civile en perspective. Pour revenir à cette élection qui a quand même été, on va le dire, difficile. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui que la situation se soit déroulée comme ça alors que ça faisait un petit moment que les choses étaient en préparatif? Ben, c'est ça, en fait, c'est ce qui rend incompréhensible la situation. C'est-à-dire que même nous réveillons un matin et nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Alors, les élections ont été préparées difficilement, comme vous dites, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'efforts. Près de 261 milliards. 271 milliards. 271 milliards, d'accord. Donc, qui pourrait bien servir à des hôpitaux. D'accord. Oui, avec 500 millions de francs. Payés par qui, les 271 milliards? Mais les 93% ont été payés par la Côte d'Ivoire. Les 93% ont été payés. Alors, la Côte d'Ivoire, déjà, dans la situation d'un pays qui ne fonctionnait qu'à moitié, puisque l'autre partie du pays était aux mains de la rébellion et il était difficile d'y engendrer des recettes, à plus forte raison d'y recréer une situation économique normale. Donc, dans cette situation de difficulté, le président de la République qui a vraiment fait des efforts parce qu'il fallait d'abord attester de sa probité, il l'a fait en permettant que les salaires soient payés régulièrement, en permettant que des infrastructures soient faites malgré cette situation. Et c'est à l'intérieur de tout ça qu'on nous a imposé des élections avec les gens armés. Gbagbo a manifesté à un moment donné, il a dit mais il faut que les gens désarment. On a dit non, la communauté internationale. Alors lui, rassuré, en toute bonne foi d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'il a accepté, le président Gbagbo, d'aller aux élections alors qu'il n'y avait pas eu désarmement? Vous savez, il y a eu tout un plan de communication qui a été... En fait, c'est aujourd'hui qu'on réalise que c'était véritablement un complot parce que la communauté internationale qui a permis que des élections se déroulent alors que les gens étaient en armes, ont fait pression. Combien de fois les ambassadeurs des États-Unis et de la France, combien de fois le président Sarkozy n'a pas dit ici, il faut qu'on aille aux élections, il faut fixer. Alors, Gbagbo avait le choix, ou bien on va aux élections, ou bien on ne va pas aux élections, et puis il y a un coup d'État. Parce que ça aussi, on sentait venir ce coup d'État. Il a dit, on va aux élections avec l'assurance que ceux qui détiennent des armes sont des Ivoiriens après tout, qui veulent eux aussi, puisque chacun disait, les rebelles de leur côté, oui, il faut qu'on aille aux élections, on va sortir de cette situation. Le Soro qui disait, moi, dès qu'on finit les élections, j'ai accompli ma mission, c'est fini et tout. Donc voilà un peu le climat qui a été créé artificiellement autour de cette histoire d'élection.
On a parlé, juste une question, on a parlé tout à l'heure du financement des élections qui correspondait à 271 milliards avec 93% financé par la Côte d'Ivoire. Mais d'un autre côté, ces rebelles qui n'ont jamais été démasqués, enfin qui n'ont jamais démasqué, qui n'ont désarmés, voilà. D'où obtiennent-ils leur financement? Comment ils arrivent à tenir? Aujourd'hui, on se rend compte. D'abord, les rebelles sont rentrés dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Donc, ils ont cohabité pendant 8 ans. Donc, ils sont rentrés dans le gouvernement. Donc, ils avaient les moyens de pouvoir financer aussi leur rébellion. Ensuite, la communauté internationale, la France et les États-Unis aujourd'hui qui sont au grand jour, leur donnaient aussi les moyens de financement. Et puis, ils avaient une base arrière qui était le Burkina Faso, où ils se ressourçaient quand il y avait besoin de vendre notre or, notre café, notre cacao. Donc, ils avaient tous les moyens et ils étaient libres de faire tout ça. Rappelons que le Burkina Faso est devenu pratiquement le principal acheteur du café et du cacao. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Non, évidemment, ils n'ont pas la terre adéquate. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la communauté internationale qui crie aujourd'hui à la violence contre Laurent Gbagbo, elle était au courant puisque c'est publié dans toutes les revues de l'OMC, des finances internationales. Donc tout cela, on le savait. Mais même le président Laurent Gbagbo le savait, mais il avait une seule préoccupation, il fallait aller aux élections. Et il s'est dit que nous aussi d'ailleurs, que ces élections auraient permis la fin de tout ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On s'est rendu compte qu'en fait, les gens nous poussaient aux élections pour juste avoir leur décor de scène et pour dire, il y a eu les élections, Ouattara a gagné, il faut l'installer. C'est le décor de scène qui manquait et le seul qui manquait, c'était les élections et il fallait les organiser. Et donc, on nous a utilisés pour organiser des élections, pour nous dire simplement, écoutez, c'était une parodie, puisqu'aujourd'hui, on conteste la légalité constitutionnelle. Aujourd'hui, on dit, on s'en fout de votre constitution, votre conseil constitutionnel, nous, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que Ouattara a gagné les élections, la communauté internationale l'a dit, et c'est comme ça que ça doit être. Alors, c'est triste de voir qu'aujourd'hui, la même communauté internationale qui prône la démocratie, les droits de l'homme, les droits de l'État, le Barack Obama qui vient au pouvoir, qui prend la parole pour dire oui, maintenant la démocratie, etc. Alors aujourd'hui, c'est le même Barack Obama qui dit il faut que Gbagbo quitte. Alors nous, on s'est dit certainement que ces gens sont mal informés. Il faut leur porter la bonne information et c'est pourquoi nous sommes là. D'accord. S'il y avait donc finalement un message à la fois à passer aux Ivoiriens qui peuvent nous regarder et aux autres Africains qui sont très mobilisés sur la question ivoirienne, que leur diriez-vous? Je remercie d'abord toute la communauté africaine mobilisée ici. C'est pour ça que nous avons dit au départ que la CEDEAO c'est une chose, l'Union africaine c'est une chose, mais il y a les peuples. Et nous constatons avec plaisir, mais avec beaucoup d'émotion, que toute la communauté africaine de France, de Bruxelles, de Genève est mobilisée pour la cause ivoirienne. Et c'est touchant de voir cela. Et franchement, je ne peux que leur dire merci et aussi leur dire que la Côte d'Ivoire est touchée et qu'elle se souviendra qu'un jour, au plus fort de sa détresse, il y a eu des frères, des amis qui se sont mobilisés, comme par exemple ce frère camerounais qui a été poignardé à mort au cours de cette marche de la semaine dernière. Mais tout cela, nous disons que les Africains ont réellement compris. Mais si les peuples africains ont compris, pourquoi les dirigeants qui sont à l'Union africaine, qui sont à la CEDEAO, qui sont des éminents juristes, des éminents politologues, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre cela? Comment ça se fait qu'ils veuillent encore se remettre sous l'esclavage du dictat de la communauté internationale? Mais moi, c'est désolant. Et on l'a dit d'ailleurs à quelques membres de l'Union africaine. On dit, mais on est triste de constater que vous, éminents juristes, éminents professeurs d'université qui êtes au sein de cette Union africaine, vous êtes là, vous savez que le droit doit être la seule boussole, doit prévaloir sur tout, mais non. Vous attendez les ordres de Sarkozy, vous attendez les ordres de Barack Obama, vous attendez les ordres de l'Union européenne, mais autant ils sont en Union européenne, autant vous êtes en Union africaine. Pourquoi est-ce que vous voulez vous laisser dicter des ordres? Et de surcroît, vous acceptez d'aller gaillardement en Côte d'Ivoire pour demander à Laurent Gbagbo, oui, quitte le pouvoir, sinon dans 2-3 jours, dans une semaine, on va venir te déloger. Moi, je trouve que l'Afrique a encore beaucoup à faire. Alors, est-ce que ces unions africaines, ces CEDEAO, méritent encore de subsister en tant qu'organe de régulation de l'unité africaine? Je ne crois pas.
Et donc un dernier message de paix alors? Oui, en fait, nous, comme on le dit, mais comme nos frères africains ici, ils sont tous d'accord pour qu'on lance un appel au dialogue. Et c'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Et nous continuons dans ce sens. Et nous voulons absolument qu'on sorte de cette crise, en tout cas par le dialogue, dans la discussion entre frères, dans l'amour confraternel. Parce que si M. Ouattara est ivoirien et s'il veut le bien-être des Ivoiriens, je pense qu'il doit accepter la main tendue de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que quand on va à un dialogue, il n'y a pas de préalable. Parce qu'il aurait dit, il faut d'abord qu'on reconnaisse qu'il a été élu. Mais est-ce que lui, il reconnaît? Parce que si demain, de façon extraordinaire, il était au pouvoir, que ferait-il des institutions en Côte d'Ivoire? Que ferait-il si ces mêmes institutions... Que lui-même a participé à ne pas respecter. À ne pas respecter. Alors donc, je crois qu'il n'est pas trop tard pour engranger cette dynamique de paix. Et je pense que ce sera le bien pour tout le monde. L'Afrique a trop souffert des guerres. Et pendant qu'on se bat, on récupère vos matières premières. Pendant que vous vous entretuez, on récupère vos trésors. Et après, quand vous avez fini de vous battre, après 10, 20 ans, vous êtes toujours au point où on vous avait laissé. Et vous avez toujours besoin d'appeler au secours les mêmes Européens, les mêmes Américains, pour venir vous montrer comment les nouvelles machines, les nouvelles technologies ont été faites. Puisque pendant que vous vous battiez, vous n'avez pas eu le temps de regarder tout ça. Maître Hamza, oui. Je vous remercie. Et moi aussi.